Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. On est là, bien sûr, on est là, au cœur de la mêlée, bien évidemment. On a peut-être zappé les infos, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui. On va être transparent avec vous, les auditeurs Sud Radio. On parle vrai, toujours. Et voilà, la journée était à des interventions techniques. Et parfois, eh bien, écoutez, il peut aussi y avoir des petits soucis. Donc peut-être ce qui explique que Zachary Beau est resté dans la salle de rédaction. Mais bon, on est là pour parler rugby, bien sûr, parce qu'il est 18h, parce qu'on était au lendemain de la victoire des Bleus face aux Fidji. On va revenir bien évidemment sur ce match. On aura des invités. Laurent Labitte sera avec nous, le nouvel entraîneur de Perpignan et ancien entraîneur adjoint du 15 de France sera avec nous à partir de 18h15. Et puis on parlera aussi du match du soir qu'on vivra sur Sud Radio. C'est Vannes-Grenoble. On ira à Rennes parce que c'est là que au Roison Park aura lieu ce match de Pro D2. Et donc on en parlera avec notamment le manager du REC, le Rennes Étudiant Club, qui est en national en niveau de 3e division. On se retrouve donc tout de suite parce qu'on est prêt. Et vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, voilà, on est là au cœur de la mêlée, c'est l'intelligence situationnelle, c'est le rugby bien sûr. On est content de retrouver Jean-Baptiste Elissalde. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, alors là, comme ça, je t'entends pas trop, mais je t'aperçois, parce que si vous êtes avec nous... Bonsoir messieurs, bonsoir à voilà, tous. Voilà, Excusez-moi, je suis perturbé parce qu'il pleut à La Rochelle aujourd'hui pour une fois. Et oui, c'est vrai, mais c'est bien, je crois que c'est bien aussi pour que les Rochelais retrouvent leurs vieilles habitudes. Bonjour Philippe Spanghero. Salut messieurs. Ben voilà, tout marche pour toi, tout fonctionne. On est là, 18h02 sur Sud Radio. On va parler rugby pendant 1 heure jusqu'à 19h. Et on est content aussi de saluer Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors, messieurs, on va bien sûr parler du 15 de France, victorieux hier. Le score, je l'ai en tête, mais je crois que c'est 31-24 ou 34-21. 34-21, voilà. Mais bon, j'ai fait un peu de tête. Mais avant de parler de la perf des Français, quand même, je voudrais revenir avec vous sur... et notamment Jean-Baptiste, pour commencer avec toi, sur la victoire de l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande hier. On sait qu'on est dans une session de rugby international, de tournée de novembre. Voilà, c'est une première depuis 2012. Doit-on y voir un signe plus que du renouveau quand même de ces Anglais-là qui ont vaincu le signe, non pas indien, mais néo-zélandais pour la première fois depuis 13 ans? Ah oui, on doit y voir plus qu'un signe. Alors pas forcément que sur ce match-là, mais sur les 10 derniers matchs, il me semble. Je crois qu'ils sont sur une série de 10 ou 11 victoires consécutives. Ça a mis du temps à revenir avec le nouveau sélectionneur Borthwick, mais je crois que là, ils ont repris confiance en eux, confiance en leur rugby qu'on connaît, qui est pas extraordinaire, mais qui est très solide. Ils ont un 10 plutôt âgé, d'expérience, mais qui joue bien au rugby, surtout quand son équipe est dominante. Et ils l'ont été, avec un Lawrence au milieu du terrain qui est revenu il y a 6 mois, jour pour jour. Je crois qu'il se pétait le tendon d'Achille. Et là, il a fait un match hier, il a dominé les Blacks de la tête et des épaules. Alors, c'est pas un grand cru des All Blacks, faut pas se le cacher. C'est pas la meilleure équipe qu'ils ont eue depuis bien longtemps. Et voilà. Mais les Anglais reviennent dans la course. Ouais, c'est intéressant. Ça peut faire une belle finale pour le tournoi. Ouais, Philippe Spanghero, quand même, le Swing Low, Swing Chariot qui recouvre le haka. C'est un peu une habitude, mais là, c'était un peu plus fort que d'habitude. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors il y a un débat, soit on dit que c'est de l'irrespect, soit on dit que c'est du respect. Moi je suis pas fan de la volonté de couvrir le haka. En tous les cas, oui, il y avait de la voix parce que les Anglais sont fiers à nouveau de leur équipe nationale. Comme le disait Jamba, série de victoires. Je crois que le discours de Borthwick passe, et sans remettre de l'huile sur le feu sur les débats de fond, le rugby anglais, il a profité de la mauvaise santé de son rugby de club, et la fédération a remis quand même la main sur les clubs avec de l'argent frais, avec une nouvelle règle mise en place sur la mise à disposition des joueurs. Alors, je connais pas assez bien le travail de la formation anglaise par rapport aux notes pour savoir si quel est le facteur qui prédomine. En tous les cas, c'est sûr que cette nouvelle façon de travailler pour le rugby anglais, de relations communes entre la fédération et les clubs, sert grandement Borthwick et le niveau de l'équipe d'Angleterre.
Voilà, on continue les petites infos sur le rugby international avant d'arriver bien sûr vers nos Français. Ça va arriver dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, on vous signale donc la victoire de l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande 33-19. La victoire encore à 14 des Sud-Africains qui ont perdu un joueur très rapidement sur carton rouge 32-14 face à l'Italie. Et puis les 46 points encaissés par l'Australie. L'Australie qui perd en Italie la semaine dernière, qui en prend 46 à 19 en Irlande. Bonne nouvelle ou pas pour nous, puisque c'est notre dernier adversaire samedi prochain? Oui, plutôt, même si on peut penser que les Australiens peuvent être revanchards, ils l'auraient été déjà ce week-end. Ils ont tenu une grosse mi-temps face aux Irlandais. Et après, le tempo du match et l'intensité du match mise par les Irlandais, notamment ballon en main, avec, comme on les connaît, un jeu qui s'est orchestré autour de leur cellule d'avant, avec beaucoup de bonnes gestuelles, de bonnes techniques, de bonnes connexions, les a fait éclater. 50 points au niveau international, c'est dur. L'Australie a vu un regain un peu de forme pendant le Four Nations, mais là, cette tournée, j'ai l'impression qu'ils sont assez fatigués, les mecs. Ils sont sur les rotules. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Et vu dans la situation où on est, j'espère que la semaine prochaine, on va ne serait-ce que pour se rassurer un petit peu nous aussi, qu'on va bien les aplatir. Ouais, avec un peu de structure, comme tu nous avais dit avant les Fidjiens. On va y revenir, bien sûr. Philippe, ces Australiens là qui viennent au Stade de France, on peut penser qu'ils vont pas venir en victime expiatoire. Bonne nouvelle ou pas alors toi par rapport aux 46 points encaissés par les kangourous, les Wallabies à Dublin? Plutôt bonne nouvelle parce que, comme vous le disiez, contrairement au Sudaf, qu'on sent vraiment en pic de forme, comme si quelque part ils n'avaient pas toute cette période internationale dans les jambes, les Australiens vraiment les sent rincés. Alors ils n'ont certainement pas la profondeur de banc qu'a trouvé l'Afrique du Sud aussi. Ça doit expliquer en partie pourquoi c'est difficile pour eux sur cette tournée d'automne. Donc je trouve que c'est plutôt bon signe parce qu'on les sent très émoussés. Et nous, il faut qu'on monte en puissance parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais le discours de Fabien Galtier depuis 2 week-ends, c'est de dire qu'on manque de rythme, donc plus les semaines vont passer, plus on va en trouver. Oh, ça sent les petites piques. Tiens, les petites infos du 15 de France. Non, je rigole. Et voilà, mais c'est vrai que la communication, elle est un peu, on va dire, lunaire, ou en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et alors que nous, on n'a pas l'impression non plus de voir une grande sérénité sur le terrain, mais peut-être qu'on y voit plus clair. Et puis on vieillit aussi, on perd la vue. Le podium va arriver de nos consultants, mais Quentin a quelques infos parce qu'il y a des blessés quand même après ce match. Il y en a eu en première mi-temps. Et oui, il y a 2 forfaits déjà pour affronter l'Australie, c'est Paul Boudouan et Pierre-Louis Barassi. On a donc le groupe des 42 pour préparer cette rencontre face à l'Australie. Pour les talonneurs, Cramon, Lamotte et Marchand. Pilier gauche, Gros, Netti, Priso. Pilier droit, Aldeguerri, Laclaya, Montagne et Setiano. Deuxième ligne, Oradou, Flamand, Maximin, Meafou, Taoufi, Fénois. Troisième ligne, Aldrit, Capilla, Beauchaton, Gégou, Jelonche, Nouchi, Charles Olivon et Woki. En demi-de-mêlée, Baptiste Jonot, Baptiste Serin et Maxime Lucu. Demi d'ouverture, il y a Léo Barré qui est noté dedans avec Romain Tamac et Hugo Sun. Au centre, Broboiry, 2 porteurs, Ficou, Gaëton et Gourgue qui va donc remplacer Barassi. Pour les ailes, Arfeuil, Biel-Biarré, Dréan, Grandidier, Penaud et à l'arrière, Chabouni, Ramos et Tiberghien. Ouais, Jean-Bart, en un mot, enfin une phrase, il y aura des changements ou pas par rapport au 15? Alors, est-ce que ça sera un mix des 2 premiers tests ou est-ce qu'on va revenir à une compo plus proche de celle qui a défié l'Afrique du Sud contre l'Australie? Eh bien, on va voir le retour de Meafou et Flamand en deuxième ligne. Olivon va certainement glisser en troisième ligne, à côté de Jelonche et d'Aldrit. Pour ce qui est de derrière, je pense, Ficou va revenir. Certainement avec 2 porteurs qui a fait un bon match. Le triangle va pas changer. Romain est le numéro 10 de l'équipe de France. Lucu certainement à la mêlée. Donc changement en deuxième ligne et Olivon qui va glisser en troisième ligne à mon avis. C'était tes préconisations à Fabien Galtier ou tu peux le dire? Non, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens et il faut qu'on fasse vraiment
une bonne prestation. Voilà, on a manqué le coche ce week-end. On en a été en difficulté contre l'Afrique du Sud, mais j'étais moins alarmiste. Vraiment, on a besoin de se faire un gros match là. Le temps presse. La Coupe du Monde, c'est dans 18 matchs. On sait qu'on en aura 3 ou 4 sans nos premiums, donc il faut qu'on ait du temps de jeu ensemble et qu'on retrouve le niveau qu'on avait pendant le tournoi. Oui, on l'espère. Tiens, Jean-Baptiste, le podium pour toi des meilleurs joueurs, des 3 joueurs que tu retiendrais, parce qu'à un moment dans le direct avec Daniel, on s'est posé la question pendant ce match. Tiens, qui mettre en valeur? Tiens, si on devait désigner le joueur du match, à un moment, on s'est posé la question. On savait pas quoi dire et on était un peu embarrassé. Toi, avec un peu de recul, tu as dû revoir 12 fois le match. Qui tu mettrais? Ouais, je l'ai revu et j'ai surtout revu l'abattage qu'il a eu. En plus, c'est Olivon pour moi, parce que 9 mois sans jouer à ce niveau-là, que 4 matchs en club, une fois 80 minutes, et là, par la force des choses, avec les blessures, il est resté sur le terrain. Il a eu un gros abattage. Je crois que c'est l'un des seuls Français ou des rares Français à faire 100% au plaquage. Il prend qu'une pénalité parce qu'il sort pas de la zone de ruck, mais on a retrouvé le grand Charles et tout ce qui dégage autour de lui, une certaine certitude, une certaine hauteur. Donc voilà, content de le voir revenir sur les terrains et je l'ai mis en tête de mon podium. Bon, Philippe, tu partages ce podium, je pense. Oui, je partageais le podium. Bon, je vous l'ai dit, je pense qu'on va partager la vision. Je rajouterai peut-être après le podium de Jamba, une ou deux mentions sur un ou deux joueurs qu'on n'a pas cités quand même, qui ont donné quelques garanties. Mais oui, pour Olivon, je partage. J'avais juste une interrogation hier avant le match sur, en effet, ce repositionnement en deuxième ligne. Il avait joué que 5 matchs avec le RCT après une très longue absence. J'avais des doutes sur sa capacité à démarrer à un poste qui n'est pas un poste habituel pour lui. Il a tenu 80 minutes et il a fait un match précieux pour les Bleus. Et il a retrouvé en plus un vieux réflexe de troisième ligne en venant à l'intérieur de Bielbiarré pour inscrire en plus un essai, lui qui est l'avant français qui a marqué le plus d'essais dans l'histoire du 15 de France. Ton deuxième joueur, ta médaille d'argent sur ton podium, Jean-Baptiste Elissalde. Deux porteurs, bon, au-delà de ces 2 essais, le premier essai d'Olivon, il transforme un 2-2, même si c'est des avants en face de lui, c'est un 2 contre 2, il a Bielbiarré à sa gauche, il fait une sorte de cadrage contournement, et quand le troisième ligne tourne les épaules, il sert admirablement Bielbiarré qui la met Olivon à l'intérieur. Son dernier essai, il met 4 secondes pour traverser quasiment le terrain sur 30 mètres pour aller porter le +1 à l'intérieur de Ramos à la 70e minute. Il a fait ce qu'il fallait en défense, là où on l'attendait, mais pas forcément sur l'individu parce qu'il est toujours très bon, mais dans la défense collective, alors que justement la défense de l'équipe de France n'a pas été très bonne, il aurait pu être en difficulté, mais lui s'en est bien sorti. Donc deux porteurs, 22 ans, c'est un mec sur qui on peut compter. Oui, c'est vrai, et il a en tout cas ravi le public bordelais, lui, le joueur de l'UBB. Médaille de bronze pour toi, Jean-Baptiste, puis ensuite on refera le point avec Philippe. Médaille de bronze, c'est Gégou. Gégou, le pauvre, il avait l'occasion de commencer à son poste. Il a toujours fait des bonnes rentrées avec le 15 de France. Notamment, il a fait des bonnes rentrées pendant le tournoi avec le fameux 7-1 au centre. Et là, par la force des choses, il y est repassé assez vite. Et ça doit pas être facile pour lui d'être dans ce rôle-là et de reprendre des aptitudes. Il s'est battu tout le long. C'est l'un des rares qui a pas forcément trop subi dans les 1 contre 1. Et c'est même l'un des rares qui a mis un beau plaquage offensif. On en a vraiment manqué pendant le match, mais c'est arrivé un peu tard, au-delà de la 70e. Donc voilà, un beau et bon joueur de rugby, et c'est pas parce qu'il est Rochelet que je dis ça, mais un peu vraiment le fait. Oui, un peu quand même, c'est vrai, je l'avoue. C'est bien. Philippe, un éclairage ou en tout cas un complément sur ce podium que tu partages avec Jean-Baptiste. Oui, deux joueurs quand même pour lesquels je voulais souligner quand même les performances. C'est Gros qui a repris quand même sa place à gauche de cette mêlée française. Il y a eu le débat avec Erdosio, le démarrage d'Erdosio contre les Sudaf. Bien sûr, il faut faire une revue d'effectifs. Comme le disait Jamba, il reste 18 matchs seulement, ça va aller très vite. Mais c'est vrai que Gros a tenu son rang hier et a, pour moi, ramener des certitudes sur sa place de numéro 1 sans trop de débat. Et puis ensuite, malgré tout aussi, Aldrit qui fait un match sérieux après son éviction la semaine dernière ou sa mise au repos, c'est selon. Donc voilà, ces 2 joueurs aussi, et puis toujours Gelon aussi quand même dans son registre. Donc voilà les joueurs français qui pour moi ont été un peu au-dessus du niveau général.
Un niveau général qui nous a permis de l'emporter 34-21. Un petit mot, alors on va peut-être pas tout dérouler là, ce qu'on fait habituellement, juste quand même un petit mot sur la com de Fabien Galtier quand même, Jean-Baptiste, qui disait quand même en conférence de presse qu'il n'avait pas été surpris, que tout était prévu et en gros seule la victoire est belle, quoi. Voilà. Non, je suis d'accord avec lui. Quand on joue à ce niveau-là, la victoire est très importante. Surtout quand elle vient après une série de 4 défaites. Mais c'est de la com, comme tu le dis. C'est des éléments de langage. Bien évidemment qu'à la télé, il a raison de ne pas le faire. Il va pas assassiner ni sa défense, ni son attaque, ni tel ou tel joueur. Fabien maîtrise l'art de dire ce qu'on a envie d'entendre ou pas. Il arrive à tourner autour du pot. En tout cas, je peux te dire que quand il a regardé le match à la vidéo, certainement, il devait pas être aussi fringant qu'en interview d'après-match. Bon, Philippe, un petit point sur ce sujet, parce que c'est vrai que il y a un petit décalage entre notre perception et parfois les déclarations. Oui, hier, après, il y a un jeu quand même qui s'est installé dès le début du mandat de Fabien dans sa communication. Le seul point de vigilance que je mettrais, c'est de faire attention à pas créer de distance entre les supporters, les amoureux de l'équipe de France par une com peut être mal perçue. Voilà, hier, j'ai trouvé sa com un peu ambiguë. Voilà, dire que on savait que ça allait se passer comme ça. C'est pas ce qu'on attend en tant que supporter du 15 de France. Se dire que tu as un trou d'air pareil et que tu reprends 21 points avec aussi peu de réactions, c'est surprenant d'entendre le staff dire que c'était maîtrisé. Voilà, donc il faut faire quand même un peu attention, parce que quand tu as des Bleus qui sont un peu moins en forme, il faut être rassurant pour le grand public. J'ai pas trouvé la sortie d'hier rassurante. Effectivement, en tout cas, elle peut faire parler ou elle peut un peu crisper certaines positions. En tout cas, merci pour ce premier tour de table. On va tourner une petite page, bien sûr, une première petite pause dans cette émission et retrouver dans un instant notre premier invité, Laurent Labitte. Il a entraîné le 15 de France aux côtés de Fabien Galtier. Il est aujourd'hui aux commandes de l'USAP à Perpignan et il va disputer son premier match le week-end prochain. Restez avec nous sur Sud Radio au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission du dimanche soir où on ne parle que de rugby jusqu'à 19h bien sûr. Et puis ce soir vous allez suivre Vannes Grenoble. On en reparlera aux alentours de 18h45. En tout cas on ira du côté de Rennes. Pour l'heure, on est ravis d'accueillir sur notre antenne celui qui a été longtemps l'adjoint de Fabien Galtier. Il est aujourd'hui aux commandes de Perpignan. Il n'a pas encore disputé son premier match. Ce sera le week-end prochain. On est heureux d'accueillir Laurent Labitte sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, d'être avec Jean-Baptiste Elissal, d'être avec Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300 300. Voilà, c'est quand même ton invité, Laurent. Il y a aussi cette communauté de coachs, cette confrérie. Mais j'imagine que quand il y a un peu d'équipe de France, vous devez en parler, Jean-Baptiste. Ouais, bien évidemment. J'ai eu la chance de travailler 2 ou 3 mois avec Laurent pour la Coupe du Monde 2019. Ça a été une belle rencontre et notamment sur des points quand t'as moins d'expérience que lui, qui m'ont semblé essentiels en réfléchissant. Donc là, lesquels par exemple? Ce que Laurent appelle le jeu sous pression au niveau international, un truc sur lequel il avait beaucoup bossé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeu au pied, beaucoup plus de face à haute intensité où le ballon reste dans le terrain, comment on se sort de là, que ça soit face aux Sud-Africains ou face à d'autres équipes. Donc j'avais un peu appris ça à ses côtés et ça m'est bien servi pour mon futur entraîneur. Et puis donc j'ai pensé à lui pour nous parler de ce match-là parce que il a vécu ces matchs-là, la préparation stratégique des matchs comme ça, et j'aurais aimé qu'il nous parle au moins des 20 premières minutes et de la façon dont le 15 de France a abordé ce match-là face à une équipe comme les Fidji. Laurent Labitte. Oui, mais bien sûr, le plaisir aussi était partagé pour moi de faire ce temps avec Jamba. C'est toujours bien quand on est coach et de pouvoir partager la passion du jeu, je dirais librement à bâton rompu. C'est pas avec tout le monde, c'est difficile d'échanger.
On l'a fait encore il n'y a pas très longtemps, chez lui, au vieux crampon à La Rochelle. Donc, c'est toujours avec grand plaisir, effectivement. Sur le match d'hier, un match contre une équipe comme ça, tu sais que il faut être très structuré dans ce que tu fais. Ce que la France a fait, les 17-18 premières minutes, de très très belle façon, en réussissant justement à contrôler le jeu, à contrôler le match, et puis surtout à être efficace aussi, ce qui souvent des fois peut poser problème, et en fait on peut tenir le ballon mais ne pas marquer. Donc là en l'occurrence ils ont marqué, ils ont très vite mené 21-0, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à faire ce qu'il ne faut pas faire contre ces équipes-là, dans des conditions en plus climatiques qui étaient difficiles. Et là, ils ont commencé à vouloir surjouer, se faire des passes sous pression dans leur camp. La discipline qui est venue à nouveau mettre en difficulté l'équipe, et qui a redonné le ballon aux Fidji, qui a redonné de l'énergie à cette équipe. Et on l'a vu, elle a été capable de physiquement de mettre en difficulté l'équipe de France. Et le match est sorti, qui était très très bien parti finalement, est tombé après dans un match plus que brouillon, et surtout pas maîtrisé. Fabien Galtier, comparez ce match à celui que vous avez vécu avant la Coupe du Monde 2023 à Nantes. C'était le 3e match de préparation de la Coupe du Monde. Moi, qui étais à ce match, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'approximation cette fois-ci qu'il y a 2 ans. Comment toi, tu l'as ressenti, Laurent, devant ta télé, ou en écoutant Sud Radio, bien sûr? Ouais, pareil, je sais, on se rappelle de ces matchs, et on le sait, les matchs de préparation, Coupe du Monde, tant que les listes ne sont pas données, donc c'est vrai que il se passe beaucoup de choses dans la tête des joueurs aussi. On le sait, on a en mémoire la blessure de Romain, voilà, des épisodes qui font que les matchs de préparation sont différents, mais j'ai pas l'impression effectivement que le match de Nantes ressemblait à celui d'hier. Celui d'hier, encore une fois, je pense qu'ils étaient partis sur de très très bonnes bases, bien maîtrisées. Ensuite, après, comme j'ai dit, manque peut-être d'expérience sur le terrain, peut-être, des ballons rendus, des ballons tombés, des mauvais choix. Et ensuite, après, aussi des joueurs qui découvrent le niveau international, et je ne vais pas dire qu'on a souffert physiquement, mais on a toujours du mal, et on l'a vu la semaine avant, encore à finir les matchs, alors que là, c'était quand même la 3e semaine de préparation, de vie commune. On sait que chaque fois, les premières semaines sont difficiles, et le match de l'Afrique du Sud, pour moi, n'était pas une surprise, dans le sens que on a toujours fait nos meilleurs matchs de la tournée de novembre, le 3e. Dans le tournoi à destination, c'est toujours le 3e ou 4e, 5e match qui sont les meilleurs. Voilà, mais là, je pensais honnêtement que suite à l'Afrique du Sud et après les 3 semaines, qu'on allait être mieux, en tout cas sur la maîtrise pendant 80 minutes. Philippe Spanghero et avec Laurent Labitte, également notre invité dans Au cœur de la mêlée. Ouais, salut Lolo, écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moi, j'avais une question sur la faillite que j'ai perçue sur les zones de ruck. Ça a été un des gros points forts de cette équipe de France. Nos joueurs leaders sur ce secteur de jeu, ils étaient a priori sur le terrain, puisqu'il manquait François Cros, mais il y avait Julien Marchand, il y a Anthony Gelon, il y avait Greg Aldrit. Et j'ai trouvé qu'on avait été... D'abord, j'ai 2 incompréhensions. La première, c'est que malgré tout, on a maîtrisé la conquête. Ça, c'est un des points positifs. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on n'a pas su faire grand-chose de ces bonnes rampes de lancement. Et le deuxième point, c'est en effet ces zones de ruck où je trouve qu'on a perdu en performance, alors contre les Sudaf, l'adversaire l'explique peut-être davantage. Mais ça, c'est un des sujets sur lesquels l'équipe de France s'est construite ces dernières saisons. Et je trouve qu'on a une forme de faillite là-dessus sur ces 2 premiers matchs. Oui, ça, c'est que je te rejoins, c'est que sur la conquête, notamment la touche, on est très performant. Hier, on s'est remis dans l'axe à travers les ballons portés. On sait que c'est des choses que les Fidjiens ont du mal à défendre. Donc,
Donc on y est allé peut-être du coup un peu tard, mais après effectivement les zones de ruck liées à l'engagement et liées effectivement à la vitesse du niveau international et qui peut surprendre aussi certains joueurs où le rythme du top 14 au bord de la Coupe d'Europe est pas du tout la même chose, et face à des joueurs qui sont aguerris à ce genre de match. Il est sûr qu'on a, je vais pas dire un temps de retard, mais on a de la difficulté en fait à enchaîner les situations qui pourraient nous permettre de trouver des solutions avec des rucks soit trop longs, soit pas très clairs, pas très nets en fait pour pouvoir mettre de la vitesse ou essayer d'utiliser le ballon. Mais il est évident que j'ai entendu Fabien qui l'a dit après le match, c'est sûr qu'on a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, encore il s'en est rajouté hier, et c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui manquent cruellement quand même à l'équipe de France, et que c'est là qu'on s'en rend compte vraiment, comme tu l'as cité, c'est des joueurs comme François Cros. François, c'est un joueur qui fait toujours le travail de l'homme et plus que très bien, et ce sont des joueurs qui sont indispensables à l'équipe de France, et sur des matchs comme hier, on s'aperçoit surtout du manque de ces joueurs-là. Ouais, juste petite question, Laurent. Combien de fois tu as revu le match, toi, depuis hier, si tu l'as revu? Moi, je l'ai revu, j'ai vu hier soir, bien sûr, en direct. J'ai regardé ce matin aussi, mais bon, moi, je le regarde maintenant, pas avec un œil pour faire un retour, mais sur certaines choses, d'essayer de voir un peu au niveau du jeu, aussi de trouver souvent on cherche des clés ou des lancements ou des circuits voilà, que les équipes ont essayé de faire, parce que quand on regarde en tant que supporter, il y a des choses qui passent un peu à travers, donc après on aime bien regarder une fois que le match est découpé des situations. On va faire une petite pause, on revient dans un instant. Laurent, je te remercie de rester avec nous au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissalde pour continuer à parler rugby. On va parler de Perpignan dans un instant, et puis un petit peu encore du 15 de France pour comprendre pourquoi on a eu un gros passage à vide comme ça quand même, de 21-0 à 21 partout. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour décrypter la victoire des Bleus hier face aux Fidji, la fin d'une série de défaites, avec ce qui se fait peut-être de mieux sur le marché des entraîneurs, ou en tout cas sur la place des entraîneurs au niveau français international. Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant, et Laurent Labitte, actuel entraîneur de Perpignan, entraîneur en chef de Perpignan, on va y revenir dans un instant, et ancien adjoint de Fabien Galtier. Jean-Bas, je te laisse avec Laurent, une petite discussion pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette petite rupture de faisceau là, de 21-0 à 21 partout, et 9 pénalités, d'accord, mais pourquoi on a perdu le fil? On n'entend plus Jean-Baptiste. Pardon, excusez-moi. Le niveau international, Lolo l'a dit, ça ne s'improvise pas. Il y a un certain temps d'adaptation. Et ce que j'ai perçu, c'est surtout qu'au bout de 20 minutes, on a été énormément dominé dans les 1 contre 1, dans ce qui fait le rugby, dans le duel. Malgré tout, on a continué à vouloir mettre les mains dans les rucks. On a tenté 33 contests. On a récupéré 4 ballons seulement. Ça veut dire qu'on s'est compressé, on a eu de grosses difficultés à circuler autour des rucks. On n'a jamais réussi à retarder les ballons, puisque les Fidji, sur 105 rucks, on en sortit 92 en moins de 3 secondes, ce qui est un peu la référence. Donc c'est des rucks très rapides. On a souvent été en retard, donc on n'a pas bien cadré les joueurs en face. Et quand tu joues face à des joueurs comme ça, qui sont très bons dans les duels, on s'est fait casser les épaules intérieures. Ils ont joué des offloads et ils sont revenus dans la partie avec des essais assez simple, entre guillemets, sans avoir non plus eux porté le ballon pendant des temps de jeu incroyables comme pourrait le faire l'Irlande par exemple. Donc moi j'ai trouvé qu'on avait été entre guillemets vraiment très tendre dans l'aspect défensif. Je crois que le premier gros caramel que je vois c'est Gégou comme on l'a dit tout à l'heure à la 71e. J'ai trouvé alors est-ce que c'est parce qu'on s'est trop consommé qu'on a pris, ou alors est-ce que c'est parce qu'on a été dominé dans le 1 contre 1 qu'on a pris autant de pénalités, mais sincèrement j'ai trouvé nos Français assez faibles sans ballon. Laurent.
Ouais, je rejoins tout à fait Jean-Baptiste, et je crois que c'est justement le secteur pour moi qui est un peu en difficulté. On parle bien sûr souvent, nous, en tant que Français, la conquête, bien sûr, on l'a dit, on est performant. L'attaque, l'animation offensive, on aimerait toujours faire mieux ou faire plus, mais je crois que le secteur où on est un peu en difficulté aujourd'hui, c'est la défense. Je trouve qu'on on est mis souvent en difficulté contre quasiment toutes les équipes, hein, qu'on prend beaucoup de points, et que on a l'impression que qu'on n'arrive pas à arrêter comme il y a quelques années, où on se refaisait à partir de ça, où on était capable de défendre pendant de longues séquences, non seulement sans prendre de points, mais récupérer soit pénalité, soit le ballon. Et là, je trouve qu'on est souvent sur le reculoir, souvent en difficulté défensivement. Philippe Spanghero avec Laurent Labitte et Jean-Baptiste Lissalde. Ouais, alors là, je vous cache pas que quand même, je me dois d'être très humble quand il s'agit de discussions techniques entre les deux là. Je me sens pas vraiment invité, mais non, mais on peut caler dans ce sens-là, et c'est vrai que il y a cette question. Mais Jean-Baptiste a parlé justement de la vitesse d'Eric Fitien, et puis globalement il y a ce plaquage offensif de Djegou à la 70e, mais on a vraiment subi les collisions, quoi. Donc est-ce que ça c'est seulement du vécu collectif, manque de repères, etc. Je suis pas persuadé. Donc il y a ces questions qui se posent, et un des points noirs pour moi de ce match, parce que ça revient quand même maintenant depuis de longs mois, et on attendait beaucoup les Bleus là-dessus contre les Sudaf, et on n'a pas été vraiment au rendez-vous. Et encore hier, j'avais demandé les stats là sur notre groupe WhatsApp, mais je ne sais pas si on a pu les avoir, mais c'est encore cette défaillance dans les duels aériens où on a du mal à progresser sur ce secteur aussi. Ouais, tout à fait. Laurent, il y a ce secteur-là, et puis il y a quand même aussi, on retrouve pas quand même. Il y avait un peu de volume, et c'était brillant pendant le tournoi. Et là, offensivement, on voit pas grand-chose. Et l'attaque était ton secteur et ton secteur de prédilection. Oui, aujourd'hui, je sais pas, bien sûr, quelles sont la stratégie ou la façon dont ils fonctionnent, ils travaillent. Donc c'est sûr que on attend plus, surtout quand on sait quand même la qualité individuelle des joueurs que l'on a. Quand on voit hier la ligne composée quand même de 3 Toulousains, 4 Bordelais. Voilà, donc c'est sûr que je pense que on peut faire mieux, mais après, encore une fois, le match avait bien démarré dans un cadre bien précis, face à un adversaire, on le sait, qui à tout moment peut se réveiller. Et il faut surtout pas tomber avec eux dans un hurrah rugby ou dans un truc qui part dans tous les sens, trop déstructuré. Et malheureusement, c'est ce que l'on a fait pour tout ce que l'on a dit. Donc voilà, je pense qu'il y a du travail. On espère en tout cas que le dernier match contre l'Australie sera le meilleur match de cette tournée. Après un mois entre eux, normalement, on espère avoir le meilleur samedi prochain. Tu le redoutes, toi, Laurent, ce match? Parce que bon, ils ont pris, il reste sur 2 défaites quand même assez significatives, les Wallabies. Est-ce que ça t'inquiète? Les Australiens, c'est pas les Fidjiens, bien sûr, mais c'est un mix un peu d'équipes. Les Australiens, c'est une équipe très athlétique, qui sont toujours très bons sur les skills, et qui sont une équipe qui, pendant un quart d'heure, peut être la meilleure équipe au monde, et le quart d'heure qui suit peut être la pire. Donc avec eux, c'est la même chose. Soit on va faire notre match, et comme c'est passé pour eux hier du côté d'Irlande, et on aura un match abouti, soit on va leur laisser des possibilités de jouer, et ils ont encore une fois des individualités rugbystiques ou athlétiques qui peuvent nous mettre en grosse difficulté. Voilà, donc je pense qu'après on a des secteurs devant notamment où on doit être quand même meilleur qu'eux. Ça va être intéressant aussi de voir maintenant quelle composition d'équipe avec le match de Charles Olivon en 4. On peut imaginer Thibaut Flamand en 5, qui correspondrait plus à du rugby au niveau international de ce qu'on attend aujourd'hui. Parce que, encore une fois, ce qu'on disait, les joueurs, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils se mettent au niveau international. On a vu Meafou, par exemple, qui survole le top 14, mais qui a eu de grandes difficultés contre l'Afrique du Sud. Voilà, qui sont des impact players qui à ce niveau-là, seront toujours mieux en fin de match qu'en début. Les matchs internationaux, les matchs démarrent à 140 mètres minutes.
Donc c'est sûr que quand tu fais 140, 150 kilos, c'est difficile. Par contre, les fins de match, c'est du 110 mètres minutes. Donc voilà, donc ça va être intéressant de voir la composition d'équipe qui va y avoir. Et je pense que ce sera une équipe, l'équipe type du mois de novembre. D'accord, celle annoncée par Jean-Baptiste avant ton entrée dans notre émission. Voilà, parce qu'on. Voilà, non, mais bon, on peut. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Personne ne se mouille là. Merde, j'ai dit aller. Ouais, mais on ne sait pas s'il n'a pas envoyé les petites recos à Fabien. Enfin, c'était un. Ah non, certainement pas. Il ne faut pas y envoyer. Si tu y envoies, il ne le fera pas. Tiens, justement, sur la com, Laurent, de Fabien, toi, tu le connais bien. Quand il dit ça s'est passé exactement comme on l'imaginait, avec les difficultés que les Fidjiens ont pu nous proposer. Je crois qu'il l'avait prévu, les 20 minutes de trou, là, la petite rupture de faisceau, voilà, parfois ça surprend. Non, je pense qu'il n'avait pas prévu. Fabien, il est dans ce que font les managers bien sûr, protéger aussi les joueurs, comme il a fait après l'Afrique du Sud. Mais on a entendu les joueurs hier dire à la fin du match qu'ils avaient passé une semaine très, très difficile, qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas connu à Marcoussis. Donc c'est sûr qu'il ne doit pas être satisfait du match hier et du contenu, c'est sûr. Mais après, voilà, ça fait partie aujourd'hui, la com, à l'extérieur, ça fait partie du jeu. Donc, il protège son équipe. Bon, donc on espère en tout cas que cette protection va servir face aux Wallabies. Toi, le week-end prochain, il y a forcément les Wallabies. Mais avant ça, tu auras connu ton premier match avec l'USAP, ton nouveau club, ta nouvelle aventure. Déjà, est-ce que tu es bien en Catalogne, Laurent ? Oui, plutôt très bien. Changement de climat par rapport à Paris. Donc ça c'est bien, depuis 2 semaines il fait 24 degrés, donc c'est très bien. Mais oui, je m'y sens très bien, même si on a quelques jours encore en sélection et des blessés, il faut qu'on travaille avec les joueurs que l'on a. On aura un premier match samedi prochain, difficile forcément contre Montpellier, et en plus à Béziers, donc c'est comme ça, c'est la saison aujourd'hui de l'USAM, mais il faut qu'on parte sur une dynamique positive. Les joueurs ont enclenché quelque chose de très intéressant à Pau avant la coupure. Et il faut qu'on redémarre sur ça avec la victoire contre Montpellier. Jean-Baptiste, tiens, tu as peut-être des conseils à donner. Tu en as donné quand tu étais dans le staff de l'équipe de France. Est-ce que peut-être que là, sur une situation un peu difficile, tu as peut-être des petits conseils ? Connaissant le lot, je sais très bien, et sans rien dévoiler, les points d'amélioration très rapides que peut avoir le jeu de Perpignan, notamment dans cette alternance entre la possession et la dépossession. C'est vrai que Perpignan a toujours été une équipe joueuse, très joueuse, et même peut-être maintenant un peu trop joueuse. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir jouer de manière offensive avec le pied pour pouvoir soulager ses avants. L'avantage de Lolo, c'est qu'il arrive avec beaucoup de hauteur, un gros vécu. Il va leur parler de ça avec les bons mots. Je pense que ça va prendre. Ils l'ont montré d'ailleurs. Ils ont fait un très bon match à Pau. Et je pense que s'ils arrivent à mettre un peu d'eau dans leur vin et un peu d'intelligence stratégique pour se soulager un petit peu et avoir beaucoup plus d'énergie pour finir les coups quand ils ont le ballon dans les zones de marque, Perpignan sera sans aucun doute alors va peut-être pas gagner 2 ou 3 places au classement parce qu'ils ont beaucoup de retard, mais se sortira de la place de relégable à coup sûr, j'en suis persuadé. Voilà. Enfin, je l'espère pour Lolo en tout cas. Merci. Ouais. Philippe, avec Laurent Labitte, sur ce sujet quand même de l'USAP et de cette reprise de ce côté un peu pompier là. Ouais, le pompier, c'est toujours la question de savoir est-ce qu'il y a plus à perdre ou à gagner. La situation est déjà très compliquée. Je sais à quel point Lolo aime le terrain, donc même s'il est très bon dans les médias, j'ai eu l'occasion de lui dire. C'est vrai que je me doute que ça le démangeait. Et puis surtout, le challenge est intéressant à relever parce que sur le papier, on l'a dit souvent, mais cette équipe de Perpignan, on en a parlé d'ailleurs à l'intersaison, elle avait des ambitions un peu hautes avec un recrutement qui était intéressant, ambitieux. Donc sur le papier, en effet, elle doit proposer autre chose. Il y a un déclic peut-être mental aussi
à trouver dans ce vestiaire, quelques petits ajustements. On a vu quand même sur les dernières sorties, notamment à Pau, même si ils prennent pas de points, ce caractère collectif, même en infériorité numérique. Donc, on sent quand même que les dernières semaines sont sur une dynamique un peu plus positive et il y a des échéances importantes qui arrivent tout de suite pour recoller au classement dans ce match-là pour l'instant contre Montauban. Là, Montpellier, on reçoit Montpellier, on va à Castres dans les 2 matchs qui arrivent. Oui, pardon, mais quand je disais ce match, c'est parce qu'on a dit ces dernières semaines que pour l'instant, le sujet, c'est de regarder ce match du bas de classement face à Montauban. C'est votre enjeu court terme, quoi. Oui, exactement. Ouais. On a bien sûr quelques matchs avant, mais on les reçoit le 24 janvier. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut que nous... on ait déjà quand même gagné quelques matchs avant de les recevoir et que déjà, on ait laissé la 14e place à fin janvier. Voilà, on rappelle que vous avez 6 points de retard sur Montauban qui est 13e et 17 sur Lyon qui est 12e. Donc ça, fait partie des autres morceaux, mais ce sera pour 2026. Pour l'instant, il faut essayer de recoller au 13e. Quand on arrive comme ça, Laurent, tu as connu des situations compliquées. Au Stade Français, ça a été agité. Voilà, forcément, dans une vie d'entraîneur, il y a ça. Mais là, c'est particulier parce que tu as été obligé de travailler aussi avec des adjoints que tu connais pas forcément. Comment ça se met en place? Ouais, si, Mathieu Cidre, je le connaissais déjà, donc c'était quand même plus simple. Nico Mas, tout le monde le connaît, donc c'est quand même quelqu'un qui est quand même pas très compliqué, donc c'est son club aussi, donc assez simple. Et ensuite, après, quand tu y viens ou quand tu réfléchis à y venir, d'abord tu vois le président, tu vois les actionnaires et les dirigeants, le staff, les joueurs, pour savoir si après 9 journées, 9 défaites, si tout le monde est résigné et déjà en Pro D2, c'est sûr que, comme je l'ai dit, j'aurais préféré rester dans mon canapé. Donc c'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai discuté aussi avec Franck Azema longuement, qui m'a aussi quand même quelque part conseillé d'y aller. J'ai discuté avec Christian Lanta, j'ai discuté avec quelques figures et personnes qui sont sur Perpignan, et voilà, et le challenge m'a intéressé parce qu'après après quasiment une quinzaine d'années passées à Paris, où bien sûr c'était bien aussi, mais retrouver un club comme je l'ai connu quand je jouais à Castres par exemple, quand j'ai démarré l'entraînement à Montauban, un club avec de la passion, où le rugby est le centre, je dirais, de la ville. Voilà, ça m'a intéressé aussi de me replonger même moi aux sources et à mes racines. Ouais, Quentin Cabanis, réalisateur, animateur et surtout supporter du Castres Olympique. T'as une question? Oui, alors j'ai une question justement sur un ancien du Castres Olympique qui va vous rejoindre du côté de l'USAP, c'est Benjamin Urda-Pileta qui vous rejoint en tant que joker à 39 ans. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir démarrer justement avec l'USAP? Très rapidement, parce que déjà, c'était aussi parmi les conditions. Malheureusement, on a cette saison sur Perpignan une malédiction au poste de 10. Parce qu'on a déjà Jack McIntyre qui est blessé, Antoine Ocagne qui était blessé, Tristan Teder qui s'est blessé il n'y a pas très longtemps et qui reviendra qu'en février. Ce week-end, normalement, on devait récupérer Tommaso Allan pour la semaine prochaine. À la dernière action contre l'Afrique du Sud, il s'est blessé. Voilà, donc la situation est quand même difficile. Donc voilà, donc Benjamin est arrivé ce week-end à Perpignan. Il a joué le championnat argentin, il a fini à 15 jours, donc il est plutôt bien physiquement. Donc il y a de grandes chances que dès le week-end prochain, on le voit sur le terrain. Voilà, c'est une info. Merci Laurent. Jean-Bas, pour le mot de la fin, parce que il faut qu'on tourne et voilà, mais pour Laurent Labitte. Le mot de la fin, c'est lui souhaiter bonne chance, pas que de la chance d'ailleurs. Bien sûr qu'il en faut quand il énumère tous ces numéros 10 pétés, c'est jamais évident de mettre quelque chose en place. Il a très bien intuité de prendre un mec qui connaît bien le championnat pour mener tout ça et qui va, comme je le disais, certainement dans la stratégie de l'équipe peser énormément. Je lui souhaite plein de réussite. C'est un super challenge et encore fallait-il le relever. Il le fait. Félicitations à lui.
Merci Laurent d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bonne première la semaine prochaine à Béziers. Ça, c'est un peu l'ironie du sort puisque le terrain catalan est suspendu, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et donc, voilà, ça sera sur Sud Radio, bien sûr. Ses débuts à Béziers face à Montpellier, histoire de se mettre vraiment tout de suite dans le bain. Merci Laurent et bonne soirée. Ciao Lolo, merci beaucoup. À très bientôt. On va se retrouver dans un instant pour parler aussi Pro D2, mais Pro D2 en Bretagne. Voilà, parce que ce soir, Vannes reçoit Grenoble à Rennes. C'est un événement dans un stade de foot, le Roison Park, et on va en parler un peu pour comprendre le développement quand même dans cette terre qui n'est pas originellement une terre de rugby. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour terminer aussi avec cet événement ce soir, le Roison Park, le stade du Stade Rennais, qui va afficher complet pour un match de Pro D2. On est avec Jean-Baptiste Elissade, Philippe Spanghero. On est ravis d'accueillir le manager du REC, le Rennes Étudiant Club de National. C'est Kevin Courty qui est avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Alors, avant de parler du match de ce soir, on va quand même parler du match de vendredi, parce que Rennes est en national, donc le 3e échelon du rugby en France, et Rennes se déplaçait à Albi. J'imagine que Rennes-Albi, il y a peu de liaisons directes. Oui, on a un petit peu été en difficulté pour s'y rendre. On est parti le jour même à 3h45 de Rennes, donc c'était dur, et le retour en bus à l'issue du match aussi a été long. C'est-à-dire vous êtes parti à 3h45 du matin ? Oui, voilà. On a été récupérer le premier vol pour Toulouse à Nantes, et ensuite on a été véhiculé de Toulouse à Albi, et on a essayé de récupérer au mieux de ce déplacement. Voilà, a priori quand on se lève à 3h45 du matin, on a un peu les jambes un peu lourdes, non, le soir ? Ouais, on a essayé de réguler tant que possible à l'échauffement, ça c'est obligatoire, mais bon... On a fait de notre mieux, c'est nos conditions, on les assume et on essaie de les valoriser. Voilà, le REC dans un pays, on parle beaucoup de Vannes en Bretagne, mais il y a aussi Rennes. Jean-Baptiste, tu connais toi ce rugby breton, en étant Rochelais, tu es forcément orienté vers l'arc atlantique et donc pour toi tu dois déjà tout savoir du REC. Je connais pas, mais il y a un ami à moi qui est passé, Vincent Marigny, qui était Rochelais, qui est passé par Rennes. Non, les Bretons, ils aiment le vélo, ils aiment le foot, mais sincèrement, je pense que s'ils s'y mettent, ça peut devenir une terre de rugby, parce qu'ils ont du tempérament. Ma femme est bretonne, je peux vous dire que... Voilà, je suis bien placé pour le savoir. Donc non, ils sont et puis les voyages les forment quoi. Et c'est-à-dire que pour aller faire un match de rugby, les mecs, Vannes est passé par là, ils doivent traverser la France. T'y vas pas à vide, t'as pas envie d'en prendre à chaque fois des valises. Et voilà, je pense que c'est super pour le rugby en général, super pour le rugby breton qui est cet événement. C'est même incroyable qu'un stade soit rempli en Pro D2 comme ça. Ce soir, c'est 20 minutes pour 15 000 places vendues. Ouais, 20 minutes, sincèrement, je rempli le stade. Non, mais c'est un peuple. Tu sais, les Basques, les Bretons, c'est des peuples qui ont des convictions, et s'ils ont la conviction qu'ils peuvent réussir dans le rugby et qu'ils s'en donnent les moyens, il y aura peut-être d'ici une quinzaine d'années, peut-être un ou deux clubs en professionnel, oui. Ouais, Rennes dixième de national actuellement après 11 journées. Philippe Spanghero avec Kevin Courty, manager de Rennes, et donc Rennes qui accueille ce soir un grand match de Pro D2. Ouais, bonsoir. D'abord, bravo pour ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'après Vannes et cette dynamique, il y a cette volonté de cette région de s'ouvrir au rugby, et donc vous êtes le deuxième club de plus haut niveau, parce que la nationale, on le répète, mais on est le seul pays du monde à avoir cette division quasi professionnelle dans les faits, donc bravo pour ça, parce que comme vous le disiez, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, parce que historiquement tous les clubs que vous affrontez, ils sont quand même bien en bas. Mais moi j'ai une question. Aujourd'hui, Vannes, est-ce que c'est plutôt un avantage de les avoir à côté de vous dans votre développement, ou sans être prétentieux, parce qu'ils jouent dans une autre catégorie, mais aussi un inconvénient, parce que je le disais souvent, c'est un club qui est allé chasser très loin de ses terres en termes de partenaires, en termes de pouvoir d'attraction auprès d'un certain public. Et est-ce que c'est plutôt positif ou négatif pour vous à ce stade ?
Sur mon plan, moi, très sportif, c'est plutôt positif parce que on a d'excellents liens avec le staff adverse. C'est même pas des adversaires d'ailleurs, c'est des compatriotes. Mais non, on a d'excellents liens avec eux. On échange beaucoup. Là, on arrive en plus avec le temps à encore mieux structurer les choses sur la formation, notamment sur le suivi de nos meilleurs jeunes, sur la capacité à travailler ensemble, à s'organiser des temps d'entraînement d'entraînement d'opposition avec leurs jeunes. Donc sportivement, nous, c'est des alliés importants. Ça montre aussi que l'on est en capacité de pouvoir avoir du rugby sur le territoire. Aujourd'hui, nous, le club, c'est la plus grosse école de rugby de la Ligue de Bretagne. Donc c'est lié à la performance de l'équipe de France, qui a mis le projecteur sur le sport encore plus fort dernièrement, et puis à la performance des Vantais, le titre de Pro D2, l'accession top 14, mais tout ce qu'ils font depuis 10-15 ans, ça aide énormément. Donc sur cet aspect-là, c'est un vrai soutien. Après, sur l'aspect partenariat, c'est pas vraiment ma compétence, mais aujourd'hui, c'est pas eux qui nous empêchent de pouvoir grandir économiquement ou en termes de public, parce que le football, nous, sur la ville de Rennes, tient une place tellement solide qu'ils sont eux-mêmes loin de l'attractivité économique. Mais maintenant, l'important, c'est pas tant d'avoir un maximum de partenaires, c'est ce que l'on a, réussir à les valoriser, c'est réussir à, nous, quand on est sur le terrain, leur donner envie de nous suivre, de nous accompagner. Et puis faire les choses pas à pas, petit à petit. Eh ben on le souhaite en tout cas. Kevin Courty, manager de Rennes, qui reçoit Tarbes le week-end prochain, samedi 18h30, samedi 22 novembre. On vous souhaite bien sûr bonne chance. Vous allez au stade quand même ce soir au Roison Park, ou vous allez le regarder chez les copains de Canal, ou le suivre en écoutant Sud Radio sur l'appli? Non, je suis au stade. On en profite pour se retrouver avec les différents du club, et puis apporter du soutien aux copains et vivre cet événement, parce que j'étais déjà dans le stade sur les demi-finales du top 14 il y a quelques années. C'était fantastiquement bien organisé, et là je suis sûr que le club Vantais a fait les choses pour que ce soit une belle fête, et j'espère que sur le terrain il va y avoir un beau match de rugby. Donc j'écouterai votre débrief sur Sud Radio, mais non, je serai au stade. Merci beaucoup. Le rugby breton, il n'y a pas que Vannes bien sûr, et ce soir Vannes sera soutenu par tout un territoire. Les Bretons qui ont du caractère, ça c'est certifié. Jean-Baptiste Elissal qui nous a parlé, ça sentait le vécu. Merci messieurs, bonne soirée. On se retrouvera donc pour le match avec Alexandre, avec Alexandre Priam, avec Quentin qui sera là bien sûr, et vous verrez ça sur l'antenne de Sud Radio. C'est excellent à suivre sur Sud Radio. Merci messieurs, merci Kevin, à bientôt et bonne saison au REC.